Allez, je vais vous demander chacun de me dire le club que vous avez choisi et puis après on reviendra à chacun d'entre vous pour nous dire quelle était votre surprise. Et on va commencer avec Alison. Strasbourg. Strasbourg pour Alison. Siani. J'ai dit Strasbourg. Strasbourg également. Grégory. Paris FC. Paris FC pour Grégory. Benoît. Lyon. Lyon, plus haut qu'espéré. David. Grosse cote, Brest. Je trouve que c'est la plus grosse cote mais de vous ce allez qui nous voir. a été Restez avec nous, vous allez proposé. Ouais, j'attends de voir. Pour étayer ces différents sujets, on aura des petites infos, des petites données statistiques que nous proposera Romain Aran. On va commencer avec notre bloc strasbourgeois. Et Siani, en tant que consultante, on laissera ensuite la parole à la présidente. Siani, c'est à vous. Bon, je vais raconter un petit peu ma vie. Donc, j'ai passé un mois en Suisse avec Cyril Olives, qui est le suiveur de l'équipe pour Strasbourg. Et il a passé son temps à checker les transferts qui se font dans ce club-là. Et en fait, ils ont fait un recrutement spectaculaire. Et ils ont aussi gardé en fait une base de super joueurs de l'année dernière, les Bakwa, les Emega, les Barco, les Morera. Et je pense qu'ils sont en train de nous préparer une super équipe, en plus avec à sa tête Yamro Senior, qui a déjà 1 an d'expérience en Ligue 1, donc qui sait à quoi s'attendre et qui a fait une première très bonne saison. Et je pense qu'il va encore être très bon la saison prochaine. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de Strasbourg. Ils ont fini 7e et longtemps quand même. Donc ils sont qualifiés pour le barrage de la C4. Mais longtemps quand même, on les a vus un petit peu plus haut et même peut-être en C3. Voilà. Et je me dis que cette saison, ça peut être l'équipe qui va aller titiller les gros. On sait qu'ils sont dans la multipropriété avec Chelsea et Bluco, qui met les moyens. Enfin, ça se développe plutôt pas mal. Et je sens bien Strasbourg confirmer la bonne saison de l'année dernière et finir un tout petit peu plus haut. Alison. Pour moi, Strasbourg, c'est une équipe qui a ces 2 dernières années énormément progressé. Je crois qu'il y a 2 ans, ils étaient 13e. La saison dernière, ils ont fini 7e. 2e défense du championnat, je crois. On sent qu'il y a une équipe qui est bien structurée, qui a un jeu moderne, une rigueur aussi tactique. Et je pense que ça, c'est hyper important pour une équipe qui veut essayer d'être la surprise de cette saison. Donc pour moi, c'est pour ça que Strasbourg, cette année, pourra peut-être aller grappiller 1 ou 2 places. Le retour justement en Europe, bon, ils ne sont pas encore qualifiés en C4. Mais pour moi, c'est vraiment l'équipe sur laquelle je mise. J'avais une petite réserve les concernant. Enfin, l'année dernière, si tu regardes de près, Djordje Petrovic prend beaucoup de points. C'est-à-dire que la fin de saison, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 à la fin sur les 4 derniers mois. C'est le joueur strasbourgeois de l'année et lui parler. Donc, or, il n'est plus là. Voilà. C'est la seule réserve. Après, j'entends ce que vous dites. Mais c'est quand même un type qui leur a fait rentrer. Ils ont pris Panders, qui est un jeune gardien. Il faudra voir ce qu'il vaut. Il a 20 ans, effectivement. Je pense que le gros coup de Strasbourg, comme tu l'as dit, Siani, c'est d'avoir gardé Emega. Parce que c'était... Et Kendry Paez, on en parle ce joueur équatorien qui est arrivé avec vraiment... C'est quoi son surnom, le nouveau Messi, c'est ça? Ouais, le nouveau Messi avec un statut un peu en accord. C'est pas le premier. On en a vu beaucoup. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on attend de voir. Il arrive via la multipropriété, il arrive de Chelsea et a priori, on est sur un petit phénomène. On attend de voir. Moi, ce que j'aime bien avec Rosenior, c'est qu'effectivement, il a un groupe très jeune, c'est un entraîneur très jeune et j'ai l'impression qu'il comprend comment leur parler. Et c'est peut-être un détail, mais toutes les vidéos qu'on voyait l'année dernière de l'équipe de Strasbourg, qui tournaient un peu sur les réseaux et qui montraient la mentalité de cette équipe. Et moi, je me disais à un moment, ils vont craquer, ils sont jeunes, il va se passer un truc. Et je trouve que malgré tout, même si c'était un petit peu difficile sur la fin, ils ont tenu. Il y a un état d'esprit qui est resté. Il faudra voir ce que la Ligue Europa Conférence va donner, s'ils vont se qualifier ou pas, si ça va les porter ou pas. Mais je pense qu'il y a déjà une bonne base et que ça peut se confirmer cette année. Moi, la réserve, je suis d'accord, mais pour compléter ton argument, pour faire court, c'est vrai que Liam Rosenior, sur le banc, il est d'une sérénité incroyable. Il était un peu dans le dur en fin de saison. Mais il était toujours calme, il parlait à ses joueurs, il expliquait tactiquement. On sent qu'il y a une vraie... cohésion. Il y a une vraie cohésion et puis il y a un vrai sens tactique que les joueurs suivent. Donc voilà, on parle du phénomène. Il va falloir que lui aussi il s'intègre à ce collectif parce que c'est un peu comme Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il a un plan. T'as beau être un Messi qui dribble un peu tout le monde, il va falloir aussi rentrer dans ce plan-là, il va falloir aussi défendre, il va falloir aussi créer une cohésion aussi avec ses coéquipiers. Donc on attend de voir. Moi, la petite réserve que j'ai, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est juste le changement de statut.
Parce que cette année, ce Strasbourg-là, via Blabluco, c'est 102 millions d'investissements, 102 millions d'achats. Alors, ils vendent pour 50 aussi, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Et tu n'es plus le petit club qu'on voyait depuis 2-3 ans, qui en plus suscitait des réserves au niveau local, parce que multipropriété et tout ça. Là, tu bascules dans le truc, OK, ils intègrent le giron des clubs potentiellement avec des moyens, parce que quand tu mets 100 millions, c'est que tu as des moyens, surtout en ce moment en Ligue 1. Donc pour moi, il y a un changement de statut où, déjà, sportivement, ça a déjà été le cas par rapport à la saison dernière, où en cours de saison, le match contre Marseille, là où ils les battent à la régulière et tout, où tu commences à te dire, tiens, ce club-là, c'est plus le petit club qu'on a vu, c'est la belle histoire qu'on a eue pendant longtemps. Il faut le porter, ça. Voilà, ils venaient de nulle part, ils sont remontés, on les regardait avec tendresse un petit peu. Là, ils sont en train de changer de dimension. Et je pense qu'effectivement, c'est pas la même chose à vivre tout au long de la saison. Donc ça, moi, c'est une réserve entre guillemets. C'est curieux de voir ce que ça va donner. Mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de feu au vert. Ouais. Je pensais que vous alliez aller là-dessus. Il me semble important de signaler, puisque nous faisons le même métier et que nous sommes souvent sur les bords de terrain de Ligue 1, de signaler que toute cette sérénité qui se dégage, on l'a beaucoup mis sur Liam Rossignol, c'est tout un club à Strasbourg qui est extrêmement serein. Et quand on va sur les différentes pelouses de Ligue 1, il y a peu de clubs qui respirent autant la sérénité que Strasbourg. La preuve en est, le changement de Patrick Vira l'été dernier au dernier moment. Et même l'aspect que j'évoquais là sur la multipropriété qui, à un moment, a créé des tensions avec le public alsacien qui était qui est hyper attaché à l'ancrage local. Et ils se sont dit, attendez, mais c'est quoi, ça ne nous correspond pas. Ils ont réussi à le gérer plutôt bien. Et là, parce que ça marche. Voilà, exactement. Encore, mais c'est toujours pareil. La com d'un club, c'est la Il y a quand même résultat. grève des Moi, je suis allé les voir à 3 journées de la fin contre le PSG. Il y a grève des encouragements pendant 15 minutes d'un club. Il y a encore des petits trucs quand même. T'as encore des petits trucs, mais au bout d'un moment, quand tu as ces résultats-là et que. On va voir. Mais conclusion. Mais c'est toujours plein. C'est toujours plein. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a quelque chose, mais il n'y a pas de catastrophe. On sent qu'il y a une vraie structure. La jeunesse, elle est structurée. Il y a une vision cohérente. On sent cette âme dans ce club. Conclusion sur Strasbourg avec l'info en plus de Romain. Oui, alors David a évoqué les 102 millions d'euros d'investissement déjà pour 10 joueurs. La liste est apparue sur la gauche de votre écran depuis tout à l'heure. On a simplement voulu retenir une autre statistique. 10 joueurs, des transferts entre 6 et 17 millions d'euros. Le plus vieux d'entre eux, c'est Omo Bamidele. Il a que 23 ans. Ce sont que des joueurs entre 19 et 23 ans. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. La surprise suivante, c'est l'apanage de Greg Schneider qui veut nous parler du PFC. C'est pas vraiment une surprise parce que je trouve que c'est un faux promu. Ils affichent 130 millions d'euros de budget. Quand tu as 0 euros de droit télé, il faut quand même les bricoler. À titre de comparaison, Brest, c'est 35. Auxerre, c'est 40. Angers, on va être autour de 25. Donc c'est un géant dans le paysage du foot français. Ce que j'ai trouvé, moi, relativement intéressant, c'est qu'ils nagent pas trop loin du bord. Ils n'ont pas fait un recrutement complètement démentiel, même si Moses Simon, c'est le mec qui gagne le plus de mètres balle au pied en Ligue 1 quand même, c'est ce genre de joueur. Donc c'est pas parce que médiatiquement ils sont pas en avant qu'il faut pas reconnaître ça a été plutôt pesé et c'est pas fait pour imploser en fait. On va monter doucement, on a le temps. Dans la Ligue 1, en Ligue 1, vous avez 10 clubs qui sont au bord de la faillite, donc de toute façon pour eux c'est confortable et ils le savent. Et ils vont y aller un petit peu petit à petit et je pense qu'inévitablement ça va les emmener assez haut. Mais alors, un top 10, un top 8. Vous nous avez convaincus, justement, c'était ça ma question. Si c'est une surprise, c'est à partir de quand c'est une surprise Premier tiers premier tiers, top 8 c'est bien. Parce qu'effectivement. Premier tiers, c'est l'Europe aujourd'hui à 18. T'es pas loin. Je pense que si ça se goupille bien, je pense que 7-8, c'est une belle surprise pour un premier. Déjà, moi je pense que même dixième, déjà, je trouve que c'est déjà une belle surprise pour un promu comme le devant Toulouse, quand même. Tu mets quand même des gros clubs du ventre mou qui sont là quand même depuis plusieurs saisons. Je trouve que déjà dixième. Tu as utilisé le terme faux promu. Alors effectivement, ils ont des moyens. Après, il y a quelque chose qui ne s'achète pas, c'est l'histoire aussi que tu as avec la Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Tu vas aussi découvrir tout ça. Je ne sais pas quels sont, je ne connais pas très bien le club, mais les gens qui y travaillent, est-ce qu'ils ont une vraie connaissance de l'élite? Enfin, il y a tout ça. Même ton positionnement à Paris aussi, parce que tu viens quand même à 16 mètres du Parc des Princes. Et tu découvres un nouveau stade. Tu n'as pas l'identité du match à la maison, en fait. Il faut remplir et puis il faut créer un truc. Mais ça doit être excitant. J'aimerais bien être à leur place. Tu dois monter tout ce truc, tu n'as pas de frein. A priori, tu as une page blanche. Il y a quelque chose que je trouve d'assez excitant. Je supporte Saint-Etienne, j'aimerais bien être à leur place. D'infos en plus, c'est marrant. Oui, justement, par rapport au budget, donc on a annoncé entre 120 et 130 millions d'euros. Alors, c'est un peu difficile de faire un classement du budget des clubs de Ligue 1 en début de saison, mais on va dire si on prend les estimations là où on en est, en gros, devant, il y a évidemment le PSG, l'OM, Lyon, Monaco, et ensuite, le PFC sera dans un groupe, on va dire, des poursuivants avec Nice,
Lille et Rennes. Quelque part, en gros, entre 100 et 150 millions d'euros. On s'est aussi posé la question tout à l'heure à la rédaction, est-ce que le PFC n'est pas le promu le plus riche de l'histoire? Grosso modo, en fait, on a trouvé que Monaco. Et Monaco 2013-2014 est annoncé avec 130 millions d'euros. Ouais, mais alors... Mais à l'époque, c'est le deuxième club de Ligue 1. C'est pas le même mercato. 150 millions d'euros de dépenses cet été. C'était Ocampos, bon. C'est juste. On va passer à notre potentielle surprise suivante après une saison délicate pour l'Olympique Lyonnais. Benoît, vous les voyez haut dans le classement? Je les vois haut, ça peut être aussi une surprise. Après, j'y vais avec des pincettes. Mais rappelez-vous, il y a de ça un mois. Ne vous inquiétez pas, tout sera enregistré. Et quand il sera 18e en fin de saison, on vous la ressortira. Je ne suis absolument pas inquiet, Timothée. Ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous, il y a un mois et demi, c'était la fin de Lyon. Il devait être rétrogradé en Ligue 2. C'était la panique à bord. Et puis finalement, il y a des choses qui ont été faites, bien faites. Je pense que le fait que Textor parte a été vraiment une bonne chose pour l'OL. Et puis finalement, durant cette pré-saison, on n'en a pas trop parlé de l'Olympique Lyonnais. C'est plus à chaque fois comme chaque jour où c'était à Lyon en pleine tempête, les histoires d'argent où c'était des débats non-stop. Là, ils ont eu le temps de travailler. Il y a eu un recrutement aussi intelligent. On sait que financièrement, c'est compliqué, ils n'ont pas énormément de moyens. Il y a aussi Alexandre Lacazette qui est parti et du coup, rappelez-moi le nom de l'attaquant. Mikotadze. Je pense que Mikotadze va pouvoir s'émanciper dans cette équipe lyonnaise. Il était un petit peu barré par Lacazette qui prenait beaucoup de place. Ouais. Là, il va être en vrai numéro 9. Il aura aussi beaucoup de pression durant cette saison, mais il va pouvoir s'éclater. Il y a Tagliafico qui est resté. Il y a eu l'explosion du jeune Akalis Mera qui a fait de très belles choses. Morton au milieu apparemment aussi fait lui aussi de très belles choses. On sent Fonseca qui dit l'année dernière on avait une meilleure équipe, cette saison on a une bonne équipe, mais on sent que les intentions sont bonnes. C'est-à-dire qu'ils ont pu travailler tactiquement, ils ont pu aussi se découvrir. Il y a aussi moins d'ego, moins de problèmes. Donc finalement, ils ont pu travailler sereinement, après à voir si ça peut le faire ou pas. Mais messieurs, dames, là, sur l'instabilité impulsée par Textor, et notamment Siani qui suit ce club au quotidien, est-ce qu'on doit s'attendre à une saison plus sereine? En fait, Lyon, on a besoin, on ne doit pas s'attendre, Lyon a besoin d'une saison plus sereine. Mais est-ce qu'elle y arrivera? Ça fait 2 ans que je les suis, en fait, entre la vache des entraîneurs, les problèmes financiers. On a l'impression que le terrain, finalement, exactement, le terrain était un peu passé à côté, même si effectivement il y a eu cette folle remontée avec Pierre Sage qui avait été dégagé pour mettre Fonseca. Et en fait, à chaque fois, effectivement, le club était beaucoup trop instable. On rappelle que Fonseca est encore suspendu, donc il sera encore en tribune sur le début de saison, mais là, il a le temps de travailler, mettre en place, on parlait de principes de jeu, mettre en place des principes, et je pense que ça peut faire beaucoup de bien à Lyon, qu'on en revienne au terrain. Tu n'as pas évoqué Tolisso aussi qui est resté, et ça c'est hyper important parce qu'il a fait une super saison l'année dernière. Là, je pense qu'il va rester à ce niveau-là et c'est tout bénef pour Lyon s'il arrive à conserver son niveau de jeu qu'on avait vu l'année dernière. Un taulier aussi dans le vestiaire, quoi. C'est le mec qui incarne l'histoire de l'OL. Faut pas l'oublier, quoi. Je vois qu'on grimace un peu du côté de Gretschner en imaginant Tolisso comme incarnant une certitude. Non, mais il y a quelques trous dans cet effectif. Parce qu'on estimait aussi que le gang des Lyonnais n'était pas forcément ce qui tirait finalement le vers quand même, si. L'année dernière, quand même. L'année dernière, oui, mais pas la saison dernière. Et Tolisso, pour ceux qui ont suivi l'équipe de France, à chaque fois qu'on allait voir les entraînements à Clairefontaine, qui sont de vrais Far West. Un entraînement à Clairefontaine, tu as quand même intérêt à arriver armé. Tolisso, c'était un des meilleurs. Avec Griezmann, Pogba, ou vous dire un peu le joueur pour arriver avec. Mais je trouve que est-ce qu'il n'y a pas des trous dans cette équipe, la charnière centrale, le gardien, Disons qu'ils ont un bon 11 qui peut tenir la route. Par contre, effectivement, la profondeur de banc est compliquée. Les mecs sur les côtés. Les problèmes financiers te mettent pas à l'abri. De toute façon, tu vas avoir un effectif. Rappelez-vous, Brest, quand ils ont fait une très belle saison. Il tournait avec 13 mecs. Exactement. On va en parler de Brest dans un instant. Avant cela, l'info en plus sur l'Olympique Lyonnais de Romain. Oui, on parlait des problèmes financiers. Là, on a voulu lister les salaires, en tout cas les plus gros salaires qui étaient partis du club. Siani, évidemment, pour en parler en suivant le club. Alexandre Lacazette, Ryan Cherki, Jordan Verretou, Thiago Almada. Ce sont beaucoup de charges qui se sont envolées du côté de l'OL et des joueurs qui ont été recrutés, on va dire, pour moins cher et des moins gros salaires. On termine par celui qui a, pour le moins, osé. Avec Brest all-in. Je fais tapis pour Brest parce que c'est un club éminemment sympathique, mais pas que, évidemment.
C'est un club qui travaille bien depuis plusieurs années, qui a réussi à conserver Eric Roy, là, qui s'est engagé pour 2 ans fin mai, alors que ce n'était pas gagné. Il travaille bien avec Lorenzi, le directeur sportif. Voilà, chacun a sa place. L'entraîneur fait part des joueurs qu'il veut. Et il est plutôt écouté. Il y a des grosses difficultés financières. Ils ne se sont pas cachés d'ailleurs. Ça fait partie des hésitations d'Eric Roy sur quels moyens il allait avoir. Mais finalement, à date, quand on regarde, ce duo-là, il a réussi à conserver, on va dire, la plupart des valeurs sûres. On parlait tout à l'heure, je crois, de Camara, on parlait de Magneti. Aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont toujours là. Lesmelou, évidemment, qui revient bien. Tu peux ajouter Chardonnay, Kenny Lala. Loco qui revient, qui est quand même meilleur arrière-droit, meilleur arrière-gauche de Ligue 1. Tout à l'heure, Benoît, à l'instant, tu disais, il y a 2 ans, quand ils font 3e, ils tournent avec une équipe type. Mais en fait, de cette équipe type-là, tu as 80% de l'équipe encore qui est là, tu vois. Tu as remplacé Mounier par ailleurs, qui n'est pas plus mal. Ils adhèrent tous au discours du coach, ça c'est hyper important. On sent que les joueurs sont derrière le coach. On voit aussi que le coach prend beaucoup de plaisir avec cette équipe. Et puis malgré tout, cette équipe de Brest, depuis quelques années, a un petit peu révolutionné la Ligue 1 avec un jeu qui est ultra agréable à regarder. Il se passe toujours des choses, il y a des buts. Donc non, j'espère que cette saison, ce sera aussi... Pour moi, s'ils arrivent à... Ils font 3e il y a 2 ans, ils font 9e l'année dernière, ce qui est déjà, avec le budget qu'ils ont, avec la Champions, c'est incroyable. Donc moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que ce club-là, qui est un petit peu le côté Astérix et Obélix, tu vois, je veux dire, c'est incroyable. Tu les vois où? Je les vois 7e. Tu vois, je les vois pas. Là où tu n'as pas pu traverser ce qu'ils ont traversé sans que les joueurs aient appris, qu'ils aient grandi individuellement, sans que Eric Roy ait grandi, sans que le club ait grandi. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont grandi parce que je les ai beaucoup fait en Ligue des Champions cette année. Mais ils ont grandi sans péter un câble. Ils sont restés eux-mêmes. Tu peux pas traverser tout ça sans être un meilleur joueur ou sans être un plus grand club. Donc effectivement... Ils ont appris, mais beaucoup s'en vont. C'est l'info en plus. Oui, simplement pour faire le point sur le mercato brestois. Donc il n'y a que 2 joueurs qui sont arrivés pour l'instant. Mayeki, le gardien de Monaco, et Junior Diaz, un défenseur de 3. Et il y a quand même une grosse dizaine de joueurs qui sont partis, parmi lesquels Bizot, Aïdara, Pereira Lage, et aussi toutes les fins de prêt, les joueurs qui avaient été prêtés la saison dernière. On pense à Koulibaly, à Edimilson Fernandez, à Romain Fèvre aussi, et j'en passe. Ça fait du monde quand même. Je termine juste pour dire que la préparation estivale est énorme. Ils ont battu Naples notamment.